Certains l'appellent l'homme révolté, d'autres l'inscrivent dans l'histoire comme un penseur de l'avenir. Frantz Fanon a traversé son époque d'un pas sûr et d'une voix certaine. De sa Martinique natale à la faculté de médecine de Lyon, à 27 ans, il commet un premier livre, Peau noire, masque blanc. Il y dresse le portrait de l'aliéné, celui dont les structures de domination altèrent la vision et la posture. Il prend ensuite la tête du service psychiatrique de l'hôpital de Blida. En 1957, l'Algérie française se révolte et Frantz Fanon rejoint les rangs du FLN. Plus tard, il est expulsé vers la Tunisie en 1957, où il commet un deuxième livre, Les damnés de la terre. Il a rêvé d'une Algérie émancipée de toute reproduction des structures d'aliénation après son indépendance. Mais Frantz Fanon s'éteint à 37 ans, quelques mois avant la libération. Cette brève existence est désormais portée au cinéma par Jean-Claude Barny, réalisateur de Negmaron et Le Gong des Antillais. On le retrouve à Tunis, là où il a tourné Fanon il y a 3 ans. Aux colonies, l'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat. Le monde colonisé est un monde coupé en deux. Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains? Ce sont des hommes comme vous et moi. Ah mais comment vous voulez changer les choses, ici en Algérie? Ici comme ailleurs. Monsieur Fanon, je veux travailler avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée. Vous allez apprendre à vivre avec eux et eux avec vous. Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous. Pas le droit de se défiler. Et enfin une chance que ça change ici. Arrêtez avec vos théories, vous confondez la médecine avec la révolution. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La remplir ou la trahir. Moi, comme vous. Jean-Claude Barny, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Il y a 7 ans, vous avez entrepris un projet qui s'appelle Fanon. À l'époque, Frantz Fanon, on n'en parlait pas. On en parlait un petit peu dans les milieux engagés ou dans les milieux universitaires, avec Aimé Césaire et Albert Memmi. Pourquoi Fanon ? Pour moi, il était aussi important de travailler en tant que cinéaste sur Fanon, parce que c'est un personnage qui m'a porté. C'est-à-dire qu'en tant que jeune immigrant dans la banlieue parisienne, j'ai reçu, comme tant d'autres de mes compatriotes, certaines claques raciales qui auraient pu très facilement me déshumaniser, me m'aliéner pratiquement. C'est-à-dire avoir un regard sur l'endroit où j'étais comme étant simplement une espèce de citoyen de seconde zone. Et légitimement, Peau noire, masque blanc m'ont permis de me réhabiliter gentiment, de revivre ma psyché. Le cinéma a vite été pour moi un outil pédagogique. Comment ça s'est passé votre rencontre avec Frantz Fanon ? À travers un livre qui était son tout premier, Peau noire, masque blanc, dans une bibliothèque, j'avais 16 ans. Et ça a été pour moi la première révélation dans la littérature et aussi le premier affranchissement de tout ce que le système étatique scolaire m'enseignait. La personne qui m'a conseillé ce livre-là n'avait absolument pas l'idée de ce que ça allait provoquer chez moi, mais ça provoquait comme un Big Bang, vraiment, parce que je me suis vraiment vu dans son livre. Je me suis vu, enfin, il parlait de moi. Et du coup, tout la psyché, tout l'éclairage qu'il mettait sur les personnages de Peau noire, masque blanc, j'étais dedans. Et j'ai lu en 2 jours, et je me rappelle qu'il m'avait dit très clairement, fais attention, ce livre est très compliqué à lire, donc prends ton temps. Et moi, j'ai lu en 2 jours, je me dis, mais à qui il parlait ? Il parlait pas de moi, parce que j'étais le personnage du livre de Fanon. Il est martiniquais, vous êtes guadeloupéen. Quel point en commun entre vous deux ? Déjà le même parcours du commerce triangulaire, c'est-à-dire que nous sommes tous venus du même endroit, du même continent africain. Ensuite, la différence qu'il peut y avoir entre un Guadeloupéen et un Martiniquais, elle est très infime.
Elle est simplement par le fait que nous, on a peut-être été, on a fait une mini-révolution, c'est-à-dire que tous les béquets, les colons, on les a, comme on dit, alors je ne dis pas le mot couper la tête, mais en tout cas, ils ont dû fuir en Martinique. Donc à un moment, on s'est retrouvés sur l'île que entre nous. Et je pense que c'était déterminant pour la suite de notre histoire en Guadeloupe. Et après, ils sont revenus, évidemment, quand Napoléon a rétabli l'esclavage. Mais je pense que nos deux îles sont sœurs, sont amoureuses, sont fraternelles. Et les grands personnages de l'histoire de la Martinique sont les mêmes. Enfin, on se les accapare aussi et vice-versa. Donc, non, je pense que ce sont deux îles sœurs, comme on aime le dire. Je vais vous faire une confession. Moi, quand je suis arrivée en France à 18 ans, j'ai rencontré des personnes qui venaient de la Guyane, de Guadeloupe, Réunion, etc. On a fait des études en droit ensemble. Et je n'arrivais pas à comprendre comment ils étaient français, parce que mon pays était décolonisé officiellement, et je n'arrivais pas à comprendre les dom-toms. Déjà, c'est un département français. La culture et la mainmise de la France, elle est non pas physique, elle est économique. Elle est psychologique, et ça c'est un atout que des fois on a du mal à comprendre, que les dom-toms, les outre-mer, sont un pays aliéné par la France. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de schéma culturel qui vient essentiellement de la France. Donc nous on a dû ici une sorte de mur d'obstacles pour ne pas totalement disparaître, à la fois physiquement et à la fois intellectuellement. Et c'est ça la confrontation, c'est qu'on est dans une domination économique et psychologique française, et il y a une résistance de terrain qui fait que notre culture, elle est tout le temps en résistance par tout ce qu'on nous envoie et tout ce qu'on nous donne à ingurgiter. Donc c'est vraiment une sorte de ping-pong de se maintenir sur un fil, exister et à la fois résister. Comment vous vivez ce déchirement quelque part? Est-ce que c'est un déchirement déjà? Est-ce que vous vous sentez français? Est-ce que vous en voulez à la France? Non, on ne se sent jamais français en France. Jamais. Je ne me suis jamais senti français au sens où la France ne respecte pas son pacte républicain. Moi, je suis arrivé en France à 6 ans et j'étais, comme beaucoup de mes compatriotes, dans une sorte d'idéalisation de la racialisation du français. C'est-à-dire j'étais plus français que l'Africain. J'étais plus français que le Maghreb. J'étais plus français que l'Italien. J'étais plus français que l'Espagnol. Et quand j'ai compris qu'en fait compte que la nationalité venait d'abord par l'acceptation de la peau, je suis dégringolé plus bas que tout le monde, quoi, parce qu'il y a une sorte de mésestime de soi. On ne sait plus où on se situe. On n'est pas assez fort pour être africain, parce que l'Africain a un patrimoine extrêmement fort dans son parcours historique, et il n'en tient à que les brides que la France veut bien lui donner pour parfois le tenir un peu en émoi, quoi, ou en valorisation. Mais une fois que tout ça disparaît, c'est les abîmes, c'est le trauma. Et c'est là où Fanon a extrêmement bien travaillé pour dire non, c'est celui qui est malade, c'est celui qui te renvoie à ta couleur de peau, parce qu'en fin de compte, tu es un être humain. Et tu as le droit de voir, de lire, d'entendre d'une façon totalement innocente comme celui qui vient de naître. Donc c'est tout ça, en fin de compte, qui m'a maintenu. Et j'ai eu une sorte de... Alors je dis avec beaucoup de sincérité, hein, j'ai eu une sorte de poisson de bocal. Je me suis mis à regarder les gens comme si c'était des gens qui étaient dans un bocal à poisson. Et de voir comment mes compatriotes évoluaient sans la lecture de Fanon. Pas mes parents, parce que mes parents étaient protégés justement d'un éveil, mais j'ai vu, je ne sais pas dire, des gens très proches, mes cousins, d'autres compatriotes, qui avançaient dans la vie sociale sans avoir lu Fanon. Et j'ai vu alors j'ai dit un mot mais qui n'est pas très joli, mais le parquage à bestiaux dans lequel ils rentraient avec une sorte de docilité en niant tout ce qu'eux pouvaient aussi apporter à la société. Et c'est pour ça que je pense qu'on a disparu du schéma ou du média, parce qu'on n'avait rien à apporter, donc du coup on ne donnait que des outils de plus, des bras ouvriers que la France avait besoin à des étages très particuliers. Il y a un biographe de Frantz Fanon qui avait dit que... Fanon trouve quelque chose en Algérie qui lui manquait chez lui à Martinique. Il trouve un peuple qui a refusé le masque blanc. Est-ce que cette histoire de dom-tom, vous la qualifierez comme une décolonisation qui a échoué? C'est dur de dire ça, mais je peux comprendre. Déjà, je suis totalement d'accord avec le fait que l'Algérie a refusé le masque blanc, donc a porté sa révolution jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire
elle a été dans l'extrême pour pouvoir retrouver sa liberté, sa souveraineté, et que le fait que les Antilles n'avaient pas d'autonomie aussi bien militaire qu'économique, c'était forcément joué à l'échec, contrairement à Cuba. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans un esprit de dramaturge, on a cru, nous, qu'on pouvait compter sur une sorte de modernité de l'être humain, d'avancer vers quelque chose qui était beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus humain. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Tous les espoirs de modernité se sont effondrés. On regarde aujourd'hui comment on vit ces îles-là. C'est d'une tristesse effroyable. Donc je dirais que Fanon avait raison, mais on ne peut pas totalement lui donner tort, parce que je pense que... comment je vais dire ça ? Je pense qu'aujourd'hui, les cartes sont abattues. C'est-à-dire que autant j'étais très optimiste il y a quelques années sur le fait qu'on pouvait vivre dans une sorte de no man's land, compter sur l'autre pour pas trop encore nous exploiter, nous affaiblir et nous aliéner. Mais aujourd'hui, je pense plus qu'il faut être dans un discours conciliant, d'équité. Tous les exemples montrent que la maladie est transversale, quoi. Et que dans un esprit torturé comme l'est l'Hexagone, il y a rien à attendre d'humain, quoi. Il n'y a rien à attendre d'humain, parce que leur humanité a disparu avec ce qu'on a vu dernièrement dans le conflit israélo-palestinien. Certains commentateurs tendent à penser qu'il y a une rupture politique entre Fanon et Albert Camus, parce que Camus croyait jusqu'au bout à cette Algérie française égalitaire. Moi, j'ai l'impression que la vision de Camus s'est réalisée dans les dom-toms, quelque part, c'est-à-dire la Martinique française, la Guyane française, etc. Et l'Algérie a eu son indépendance. Camus et Sartre sont presque des gens rétrogrades, presque réactionnaires, quand avant ils étaient des gens progressistes, et que Fanon est devenu très progressiste et très moderne parce que l'histoire lui a donné raison, quoi. C'est différent de travailler sur l'histoire et différent de travailler sur la psychologie. Ce sont deux temps différents. Vous avez fait des choix difficiles pour faire un Fanon. C'est un biopic, je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça. C'est un fragment de vie de Frantz Fanon. Plutôt. Vous avez choisi de commencer le film en Martinique, mais en plus, surtout se concentrer sur ses 3 ans en Algérie. Il a grandi en Martinique dans une famille bourgeoise. Il a fait ses études en médecine à Lyon. Et puis c'est là où il se rend compte pour la première fois de sa vie qu'il est noir. Et puis il arrive en Algérie, il se grève sur ce mouvement du FLN, il est expulsé de l'Algérie, il part en Tunisie. Vraiment, vous faites un hors-champ, on va dire, parce que Frantz Fanon n'a jamais rencontré Camus, mais il a rencontré Sartre, Simone de Beauvoir et Claude Lanzmann à Rome pendant 3 jours, dans le cadre de l'écriture de son livre « Les damnés de la terre ». Pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors, vous avez dit une chose qui est très juste, et vous avez employé un mot qui s'appelle fragment. Et moi, j'ajouterais, pour moi, ce film, c'est un fragment amoureux. Je parle des choses qu'a aimé Fanon. Sa Martinique natale et l'Algérie. Et quand on a envie de travailler sur un biopic, et je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas entièrement un biopic, quand on travaille sur Fanon, on ne pourrait pas résumer la vie de cet homme-là en moins de 2h16. Mais on peut aussi, en aparté, avoir une psychanalyse offerte par M. Fanon pendant 2h16 à travers un film. Et c'était ça l'idée. L'idée, c'est d'inviter ou de convoquer le spectateur à s'asseoir dans un fauteuil pendant 2h16 et de rentrer dans une transe psychique avec Fanon. Et j'aimerais, sincèrement, et c'était un peu l'idée première, c'est que quand on sort de ce projet cinématographique, on n'en sort pas indemne. Comme je ne suis pas sorti indemne du livre de Fanon. Pour moi, c'était inconcevable qu'on le conçoit comme un film, qu'on rentre comme on est sorti. Je suis rentré dans le livre de Fanon et j'en suis jamais ressorti. Quand on va voir Fanon, c'est qu'il y a un lien très fort. On ne va pas voir Avenger comme on va voir Fanon. Et je pense que tous ceux qui vont voir Fanon, c'est parce qu'il y a une zone d'attente très forte, très haute, très haute. Hein. Et je leur dis, voilà, il ne faut pas qu'ils aient peur, parce que l'attente, elle va être récompensée, parce que Fanon est très généreux. Ce livre, cette première lecture, qu'est-ce que ça a déconstruit chez vous ? Qu'est-ce que ça a construit chez vous ? Je vous pose cette question
parce que Fanon réserve tout un chapitre sur la langue. Quelle est la place de la langue française dans votre vie? Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais une mère militante. Et alors, elle venait d'un courant qui s'appelait l'émancipation Black Power, quelque chose comme ça. Donc, c'est très drôle d'aller chercher quelque chose de l'autre côté, quand ici, on ne trouve pas. Donc, ma mère, elle avait vraiment Angela Davis, c'était vraiment une influence américaine contre la ségrégation raciale, contre la discrimination, qui, bizarrement, lui faisait écho en France. Et donc, nous, elle nous a élevés avec une certaine résurgence de notre culture antillaise, en disant, ben non, ils veulent pas vous parler créole, on va parler créole. Ils veulent pas qu'on écoute la musique créole, on va écouter la musique créole. Ils veulent pas que vous mangez entier, on va les chercher, on va ramener. Donc, elle avait une sorte à la maison, c'était un cocon où notre culture antillaise était protégée, quoi. Et je pense que, je sais pas si vous avez habité dans les quartiers de la banlieue, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous ouvrez la porte, il y avait toutes les senteurs de chaque communauté. Et avant, ces senteurs ne gênaient personne. On aimait sentir le Maghreb, on aimait ces plats faux-tout. Et je pense que justement, ça gênait personne, même pas les Français qui étaient là-bas. Et je me suis dit, mais pourquoi cette dérive? Pourquoi tout d'un coup on est tombé dans une sorte de peur de l'autre? Et j'ai compris que c'était l'autoritarisme et la perte de contrôle d'un État sur les autres, sur les citoyens, qui a fait qu'ils ont monté les freins, quoi. Et nous, Antillais, qui pensions être protégés et être à part, on n'a pas accepté. Franchement, je ne peux pas dire que le peuple entier a accepté. Elle a mis, parce qu'elle a eu des grands penseurs, elle a eu Césaire, elle a eu vraiment des grands personnages historiques, hein. Mais c'était plus compliqué que les autres, parce que c'était la France qui avait notre histoire dans la main. C'était la France qui avait notre histoire dans la main et qui pouvait, quand elle voulait, lâcher quelques brides, quoi. Vous savez ce que je veux dire? Elle nous contrôlait historiquement. Et donc, il a fallu vraiment que sous le manteau, on force, dans un mouvement décolonial, aussi à reconnaître notre histoire et à la faire et la valoriser. C'est puissant, hein. Vraiment, des fois, on n'en parle pas, mais c'est puissant ce qu'ont fait le peuple entier pour ne pas disparaître, culturellement parlant, à travers la désaliénation, quoi, et l'aliénation. Fanon, en 2025, continue à fâcher du monde, continue à être clivant, Ouais. y compris et surtout en France. Aujourd'hui, quand on parle de la guerre d'Algérie, ça fait remonter certaines choses. En 2019, par exemple, Alain Juppé, le maire de Bordeaux, a refusé de nommer une rue au nom de France Fanon. Il a justifié donc sa décision en disant il faut des noms avec des valeurs communes. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est ce qu'on appelle aussi bizarrement la fin d'Overton. C'est-à-dire qu'il faut... Parce que rien ne lui coûtait de le faire. Franchement, je pense que quand on voulait la paix sociale, on l'a vu, vous accédez à des demandes, des fois qui sont complètement farfelues, mais au moins vous essayez de faire progresser des communautés qui ont du mal à s'entendre. Donc ça lui coûtait à ce moment-là une rue, hein. C'est une rue, c'est pas un boulevard, c'est une rue. Et je pense qu'en fait compte, et on peut pas dire que Juppé n'est pas cultivé. Donc je pense qu'il savait très bien qui était François Fanon. Je pense qu'il savait très bien ce que ça pouvait apporter comme l'orgueil à la communauté antillaise, et pas que l'orgueil de Bordeaux, l'orgueil de l'ensemble du territoire français. Mais je pense aujourd'hui, avec le recul, que cette décision a été purement politique. Elle a été politique parce que ça s'explique dans le fait que la France a toujours eu un problème avec la gestion de ses anciennes colonies. C'est-à-dire que dans sa peur de vouloir donner ou lâcher quelque chose, elle estime que ça peut avoir un effet domino et que demain, on va réclamer, tous les gens de toutes ces colonies vont réclamer une rue, un chemin, un boulevard, une statue. Enfin, elle vit dans la terreur d'être submergée par des demandes, et je ne parle pas des demandes de réparation, mais des demandes honorifiques de se voir représentée dans une France qui n'a pas fait le travail depuis sa décolonisation à repartager un peu la fierté de ce que nous sommes d'une façon collective, quoi. Je pense que c'est ça quand on dit ouais, mais la France elle a du mal avec son passé colonial, c'est que elle n'a pas entamé, et ça je dis vraiment avec beaucoup de sérénité, hein, son devoir de mémoire. Je dis, toutes les anciennes colonies ont fait leurs devoirs coloniaux. Leur devoir de mémoire, pardon. Toutes les communautés ont fait leur devoir de mémoire. Toutes. C'est-à-dire, elles se sont émancipées de leur passé colonial. Donc, ce sont des gens pleins d'inspiration. Ce sont des gens qui sont vers un avenir. Elles ne sont pas dans un passif.
Et par contre, la France, et je parle vraiment de la France en la coupant de l'Occident, de l'Europe, hein, la France qui n'a pas décolonisé, c'est totalement son esprit, et qui n'a pas lâché toutes ses colonies, parce que les Antilles sont aussi encore sous l'égide de la France, hein, c'est la dernière, si on dit textuellement, c'est la dernière colonie française qu'il y a dans les Caraïbes. Hein. Toutes les îles à côté, Barbade, Trinidad, Jamaïque, les Anglais sont indépendants. Donc il n'y a que la France qui détient encore un patrimoine géopolitique dans les Antilles. Et la France, quand on réfléchit, elle n'arrive pas à se projeter dans un autre paradigme. Vous savez, dans les États, dans les ministères, il y a des gens qui réfléchissent pour les ministres. Il y a des cabinets, ils réfléchissent, ils formatent les plans, ils projettent ça sur 3 ans, 4 ans, ils préparent l'esprit des Français sur une dizaine d'années, comment on va les éduquer, comment on va faire passer les lois. Donc on prépare ces choses-là. Si on ne fait pas passer une loi comme ça, on prépare le citoyen français à accepter ou ne pas accepter. Et ça n'a pas été entamé. Le devoir de mémoire de la France n'a pas été entamé. Ils n'ont pas préparé la population à accepter le devoir de mémoire. Donc du coup, c'est un truc en jachère, constant, parce que personne ne veut y aller, personne ne veut entrer dedans. On a un département des dom-tom là-bas qui n'a aucune sorte d'application sur ce devoir de mémoire pour les Français, mais il nous l'applique à nous comme si on devait constamment être dans ce devoir-là. Mais on l'a fait, ça. On a fait notre devoir de mémoire. Maintenant, on attend d'avoir quelqu'un en face de nous qui puisse être dans un aller-retour des discussions, d'échanges, dans un bien commun et pour une fois avancer, quoi. Frantz Fanon fait un plaidoyer pour quitter cette Europe-là. Quitter l'Europe, ça veut dire se réconcilier avec son histoire, avec ses crimes, mais aussi se réconcilier avec son apport important en culture. Non, mais c'est ce que le film démontre. Nous, on a pris l'exemple de l'Algérie parce que c'est pour moi c'est le parfait exemple d'un État colonial. Donc c'est vraiment la photocopie parfaite de toutes les actions économiques, politiques, militaires qu'a l'Algérie. C'est vraiment presque un cas d'école, quoi. Et malheureusement, qu'il y a donné des exemples derrière. Donc on n'a rien appris sur ce fait-là. Mais moi, je dirais vraiment que... Après, je ne vais pas rentrer dans un débat sur lequel il faut une vraie expertise. Hein. Mais ce que je peux dire intimement, c'est que sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons un État très régalien, il est impossible de réagir sans que nous, en tout cas, les anciennes colonies, on puisse souverains comme vous, comme l'Algérie ou la Tunisie ou le Maroc, on puisse accepter une sorte d'ingérence paternaliste. Il y a ça aussi de quitter l'Europe. C'est-à-dire qu'on parle de l'Europe comme si c'était un bienfait qui devait être protectorat, qui devait avoir une protection sur toutes les relations socio-économiques, mais l'Europe réagit que pour les intérêts européens et elle veut agir pour le monde. Donc du coup, il y a un truc d'antinomique on n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'elle règle ses comptes pour que l'Europe soit forte, en étant toujours dans un système où on va essayer de voir de quel marché on peut conquérir à l'extérieur de l'Europe, sans prendre en compte, si l'Europe devient l'ONU, quelque chose de mondial, là on peut réfléchir. Vous n'avez pas peur qu'on vous reproche quelque part d'avoir fait un film plutôt aseptisé sur la courbe narrative du personnage de Fanon dans le film? C'est-à-dire que c'est un gentilhomme du début du film jusqu'à la fin. En tout cas, c'est notre vision de Fanon du Sud, parce que dans le Nord, j'imagine qu'ils ont un autre rapport à Fanon qui était dans le FLN et qui a été porte-parole de ce gouvernement provisoire de l'Algérie en Tunisie. Vous n'avez pas du tout parlé de ce côté-là. La perception de Fanon comme un être violent, et on va parler un petit peu de la préface de Sartre, des damnés de la terre, qui a dit que c'est de l'apologie de la violence. Aujourd'hui, on peut s'emparer vraiment, hors dehors de Sartre, de Fanon. Vous savez, on peut vraiment s'en emparer. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui lire Fanon sans le rattacher à Sartre. C'est ce que vous avez fait dans le film, d'ailleurs. Exactement. Vous n'avez pas du tout parlé de Sartre. Je n'ai pas pris volontairement la caution de Sartre pour faire exister Fanon. Et pourtant, c'était facile parce que la communauté française connaît beaucoup plus Sartre que Fanon. Donc, Sartre n'est jamais arrivé dans ma bouche à aucun moment dans l'existence que je fais de Fanon. Pour moi, il était hors de question de tomber dans le piège de Sartre. Quand Sartre a fait sa préface, il n'avait pas lu le livre L'idée de la Terre. Il a fait sa préface sans avoir lu. Il avait une idée de l'homme noir. Il n'avait pas une idée de Fanon, il avait une idée de l'homme noir, de sa violence. Et c'est ça la désaliénation ou l'aliénation. C'est qu'on a l'idée de quelqu'un
par rapport à ses origines, non pas parce qu'il est un être humain. Et je pense que quand on a forcé à montrer Fanon comme violent, c'était pour l'annuler, c'était pour le décaler, le mettre hors en marche. Fanon était comme tout le monde, quelqu'un avait des réactions, je veux dire, très tranchées. Mais il ne prenait pas la violence. Il prenait la libération d'un peuple. Et s'il fallait prendre une résistance armée, il fallait la prendre. Mais c'est une résistance armée, ce n'est pas une violence, c'est simplement de la résistance. Et c'est ça la différence entre l'Occident et le Sud, c'est que nous on parle de résistance. Eux ils parlent de violence. Et ils parlent d'extrémistes. Nous on parle simplement de rébellion, de comportement de révolution. Et quand souvent les gens essaient de mélanger Fanon à une espèce de comportement erratique, violent, extrême, injustifié, c'est pour le disqualifier. En tant qu'homme noir, et ça je peux vous le dire, hein, si demain, et vous savez tout ce qui s'est passé ces dernières années, si on vous regarde de haut et on essaie de vous pousser à l'extrême et vous répondez de la violence, mais c'est perdu d'avance. France Fanon est psychiatre et France Fanon dit qu'une décolonisation ne peut se faire qu'avec la violence et que c'est de la contre-violence. C'est une réaction à quelque chose de tellement injuste. La violence fait partie de la contre-violence, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas une violence physique, c'est une violence psychique. J'essaie de faire comprendre dans ce film que Fanon est un personnage extrême parce qu'il attaque le dernier point dans lequel nous on n'a pas su aller, c'est la psyché. Et c'est désamorcer la violence de l'autre. Il y a une dame hier qui était à la première projection que j'ai faite, elle demandait à tout le monde, mais c'est qui ce monsieur qui a fait ce film? Et quand elle m'avait arrivé, j'étais noir, elle me dit, mais vous là, d'où vous êtes? De quelle Martinique vous êtes? Et j'ai dit, de la Guadeloupe. Ah, elle dit, je comprends mieux maintenant. Je comprends plus maintenant le film. Et je fais, mais pourquoi madame? Elle dit, il n'y avait qu'un Martiniquais ou un Guadeloupéen qui pouvait faire ce genre de film-là. Et la dame était aussi médecin psychiatre et elle avait connu toute la partie algérienne, tunisienne. Enfin, elle connaissait parfaitement le parcours de Fanon. Et elle disait que ce qu'elle avait vu dans le film ne pouvait tenir que dans un esprit créole, quoi. Parce que c'était traversé par des choses sur lesquelles qui inspiraient forcément Fanon, quoi. Donc cette légitimité, je l'ai prise de par mon parcours. C'est-à-dire que quand Fanon arrive en Algérie, il est dans un parcours de petits-fils d'esclaves, de commerce triangulaire. Il est dans un esprit de post-colonial, donc il voit le reflet de ce qu'il a été. Il se voit à Blida, dans l'hôpital du Blida, dans un contexte colonial extrêmement violent, extrêmement dur. Il voit ses frères antillais. Il voit ses frères de la terre, il les voit. Et on ne parle pas de couleur de peau, on parle vraiment de matière d'être humain. Et je pense que c'est là où tout d'un coup il se rend compte que l'expérience qu'il n'a pas pu mettre là-bas, il va pouvoir vraiment s'attaquer à l'esprit colonial de la France. Vous aimez Fanon, vous lui faites une déclaration d'amour dans le film en choisissant un acteur qui m'a beaucoup rappelé personnellement Sidney Poitier. Comment vous l'avez trouvé, Alexandre Bouillet? Alexandre Bouillet est venu en casting dans les premiers jours où j'ai ouvert le casting. Il était clair que je ne voulais pas du tout, mais je voulais vraiment sincèrement d'acteurs qui avaient déjà un show-off, qui venaient de la comédie. Je savais que si je prenais quelqu'un de connu et qui avait déjà un visage qui était très bankable pour le spectateur, Fanon allait disparaître sous la couverture de cet acteur-là. Donc pour nous, il fallait un acteur inconnu. Et malheureusement, en France, des acteurs de dramaturge ne sont pas identifiés. La majorité des acteurs vont vers le stand-up, vers la comédie, parce que c'est aussi un métier économique et on sait que là, il y a une forte demande. Et que tous les acteurs qui font les cours Florent, qui font les écoles dramatiques, ils vont avoir que des petits rôles. Enfin, ils savent que ça va être la galère parce qu'il n'y a pas de sujet, de projet déjà prêt pour eux. Mais il y a nous. Ils ne sont pas seuls, il y a nous. Quand j'ai à nous, il y a encore des réalisateurs qui croient encore à cette émergence et on a envie de les accueillir dans nos films. Et Alexandre fait partie de ces talents-là. Alexandre, c'est un talent pur de la formation d'art dramatique. Et quand il vient à mon casting, il y a quelque chose de magique qui se passe, quelque chose de très étrange. Il vient en costume. Et je vois déjà que physiquement, il a une sorte de magnétisme qui pouvait ressembler à la silhouette de Fanon. Et plus il s'approche, je vois une ressemblance et je dis, c'est pas possible. Plus il s'approche, je dis, mais
Mais c'est Fanon. Et quand il s'assoit, il a la voix sans aucun trafic, je vais dire le mot, mais c'est pas du tout une péjorative, des acteurs noirs américains. Cette voix avec une sorte de sonorité percutante qui ne tombe pas, mais qui reste droit dans le cerveau. Vous savez, cette voix qu'on aime, et vous avez cité Sidney Poitier, c'est exactement ça. C'est une voix qui rassure, mais qui est très virile. Sidney Poitier, par exemple, a toujours refusé de faire des rôles où il était enfermé dans un carcan du corps de l'homme noir. Il a fait beaucoup de films engagés aussi. Et là, la question, c'est plutôt en fait comment décoloniser justement le cinéma. Est-ce que, en tant qu'homme noir, réalisateur noir, en tant qu'acteur aussi noir, est-ce qu'il y a des difficultés concrètes aujourd'hui en 2025? Est-ce que ça continue en fait cette charge ou pas? Oui, ça fait 25 ans que je fais ce métier et je peux dire avec beaucoup d'assurance que c'est quand même peut-être l'industrie la plus discriminante qui existe. C'est ça qui est dur. C'est qu'il n'y a pas eu de table ronde, il n'y a pas eu d'état des lieux sur les arts du média et je pense qu'ils ont énormément à participer, enfin ils ont énormément participé à la discrimination, à l'exagération, à la fabrication de fantasmes que le système a repris à son compte sur les populations immigrantes. C'est-à-dire que le cinéma est le premier responsable si aujourd'hui, d'une façon caricaturale, on voit encore des personnages noirs d'origine maghrébine ou chinoise dans le cinéma. C'est-à-dire qu'ils ont leur part de responsabilité. Et non seulement ils ont leur part de responsabilité, c'est qu'ils ont accentué le racisme d'une façon disproportionnée. C'est un art, à mon sens, très progressiste, où il y avait matière à éduquer, à rendre pédagogique des films, en passant par les films burlesques ou comédies, hein, mais avoir une intelligence de ce métier-là. En fait, ils en ont fait une sorte de ratatouille burlesque, et il n'y a eu aucune intelligence, il n'y a aucune sorte vraiment, je dis avec beaucoup de sincérité, et je suis paisible, hein, c'est qu'ils ont été les fossoyeurs de leur propre industrie, quoi. Et aujourd'hui, qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui a beaucoup plus de recul, c'est très compliqué parce que le cinéma, c'est une industrie, ce qui marche, c'est l'économie. Et aujourd'hui, ce qui fait l'économie, c'est la multiplicité des gens. Et je pense que pour rattraper tout ce qu'ils ont fait, c'est très très compliqué. Une chose, c'est que le spectateur a beaucoup mûri. Elle a pu aussi, je vais dire, en appétit de ces caricatures. Et dans l'inverse, l'industrie ne s'est pas préparée à switcher. Donc il y aura une sorte de non-sens et c'est pour ça que les films américains font du blockbuster. Hein. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs, c'est qu'ils ont une autre approche sur l'être humain et pendant que le cinéma français a une approche sur la couleur. Vous faites votre premier film en 1994. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu une évolution là-dessus, sur cette question-là du racisme? Non, il y a une dégradation. Il y a une forte dégradation parce que l'évolution, c'est justement prendre en compte ce qui ne va pas et l'améliorer. Et la dégradation, c'est accentuer le cliché. Pour financer un film engagé sur Fanon ou sur d'autres personnalités, justement, parce qu'il n'y a pas assez de biopics, de figures inspirantes, de films sur des personnalités du Sud, comment ça se passe? Pourquoi il n'y a pas assez de figures inspirantes dans le cinéma français? Je pense déjà que c'est qu'il y a un manque de curiosité. En fin de compte, je me suis rendu compte, vraiment, je le dis avec beaucoup de ces... Alors, j'ai toujours le mot sérénité, mais je ne suis pas du tout serein. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte, je me disais, mais pourquoi il y a quand même un refus d'accepter des propositions qui pourraient... Parce que c'est ça qui est délicat, c'est que si vous venez les mains vides, on comprend, il n'y a rien, donc on ne produit rien. Mais je sais que mes confrères viennent avec des choses à proposer. Et je dis, mais pourquoi ce refus de nous laisser une petite place pour bien produire, pour bien travailler, pour exister dans notre coin avec eux et faire des choses qui pourraient marcher et puis se rendre compte qu'il y a un fil qu'il faut tirer et là, il y a une demande. Pourquoi il y a ce refus-là? Et j'ai inscrit un mot à mon tableau où Fanon parle à un auditoire et cet auditoire, ce sont des étudiants en médecine et qui, pour moi, dans mon fantasme, ce sont l'industrie du cinéma français. Et derrière ce mot, je leur dis, vous avez peur. C'est la peur qui fait que cette industrie ne permet pas de collaborer ensemble. C'est la peur, vous avez peur, mais peur de quoi? Je ne sais pas. Justement, cette scène, c'est la scène de la banane. C'est la scène de la banane. Comment vous dites ça? C'est la scène de la banane. Réellement, oui. Parce que... J'en rigole, mais c'est... Réellement, parce que ça arrive. Oui, je sais bien. C'est arrivé à la ministre de la Justice, Taubira, en 2013.
et on continue aussi à la reproduire dans le cinéma. C'est une scène extrêmement violente. C'est une scène qui, pour moi, fait appel à notre contemporain. C'est une scène, pour moi, qui est contemporaine. Et je ne pouvais pas faire de Fanon, parce que je sais qu'il m'aurait piégé là-dessus. Je ne vais pas faire Fanon un être passéiste. Vous voyez, je ne vais pas dire « Ah, il a fait un biopic sur Fanon, c'est une époque et tout ». Donc, j'ai rajouté ce qui leur rappelait l'aspect contemporain de notre situation. Et quand Fanon reçoit la banane, évidemment, on sait d'où elle vient, cette banane. Et sur qui elle atterrit. Elle n'atterrit pas sur Fanon. Elle atterrit sur tous les personnages qui se montent en exergue, tous ces personnages qui se battent aussi pour nous, tous ces personnages à qui qui prennent les coups. Et c'est une façon de leur rendre hommage, quoi, pour leur dire ils ne sont pas seuls. On est la marge silencieuse et que tous les pots de banane qu'ils prennent, ce genre de foot, hein, politique, économique, et même les citoyens lambda, la femme de ménage le matin, l'ouvrier du métro qui se prend les colibés, les regards haineux, pendant qu'il répare, il nettoie, il fait avancer la France. Cette pot de banane, Fanon la reçoit pour eux. Ils ne sont pas seuls. Une autre question qui fâche. Vous avez choisi de tourner le film en Tunisie. Depuis 3 ans, la Tunisie vit une crise de racisme contre les migrants subsahariens, mais aussi contre les Tunisiens noirs. Comment vous avez été reçus, vous et votre équipe? Et parce que vous avez quand même vous avez tourné 8 mois en Tunisie, c'est-à-dire que vous avez fréquenté les endroits, vous avez parlé aux Tunisiens. Comment ça s'est passé? C'est un grand paradoxe. C'est un grand paradoxe parce que nous, moi, réalisateur noir et Alexandre, alors moi, réalisateur noir et Alexandre, personnage Fanon noir, je pense qu'on n'a jamais été aussi bien reçus par une communauté. C'est un grand paradoxe, hein, et un grand malheur parce que vraiment, j'étais, vous savez, moi je regarde les gens dans les yeux. Et dans les yeux, on voit tout de suite si c'est OK ou pas. Et ça, depuis petit. Nous, en tant qu'hommes noirs, femmes noires, on a sans cesse besoin de voir les gens dans leurs yeux parce que dans les yeux, la trahison, la peur peut se lire. Et tout de suite, vous voyez si c'est quelqu'un qui n'a aucune sorte d'animosité contre vous. Et moi, sur ce tournage, j'ai vu zéro animosité. Mais quand je vous dis zéro, c'est en partant de mes collaborateurs les plus proches aux figurants qui venaient travailler sur ce film, qui était le populaire du populaire, de la personne de la rue, quoi. Je n'ai vu zéro animosité. J'ai eu que de l'admiration, que de la fierté, que de l'amour, et vraiment, je le dis vraiment avec transparence, quoi. Et de l'autre côté, il y a 3 ans, j'étais présent ici, il y avait une vague de racisme envers mes compatriotes, ivoiriens même. Moi, je viens en Côte d'Ivoire, je suis antillais, mais je viens en Côte d'Ivoire. Il y avait un rapatriement, mais d'urgence, sur ma communauté africaine. Et j'étais vraiment, et c'est là où j'ai compris c'était quoi qu'on vous désarmait. C'est ça qui est dur. Quand vous désarmez, c'est que d'un côté, vous êtes à aimer, demander, et on vous donne tout l'amour que vous avez besoin. Et la fois, vous voyez vos frères maltraités, vilipendés, presque, il y avait une sorte de lapidation, quoi. Et je me suis dit, mais à qui j'en veux? À eux qui m'aiment ou à ceux que je ne connais pas qui donc j'étais complètement... j'étais presque pour la première fois de ma vie, hein, j'étais dans une sorte de... verbalement, parce que moi j'aime parler, j'aime dire tout ce que je dis, mais j'étais immobilisé verbalement. C'est-à-dire que je ne pouvais pas leur dire ce que je ressentais, parce qu'eux, ils n'étaient pas du tout ceux-là. Et j'ai compris qu'en fin de compte, c'est que la discrimination, le racisme, c'était vraiment systémique. C'était des personnes qu'on manipulait. Parce qu'ils vivent dans le même pays, eux ne reçoivent pas cette information-là, donc n'ont pas ce genre de rejet, et que ceux qui sont dans un autre milieu, au contact d'une population à qui on leur dit qu'ils vont pour manger le pain, comme en France, hein, et eux, ils ont des réactions de xénophobie, quoi. Et quand je vais à l'aéroport pour prendre mon avion vers Abidjan, je retrouve ces gens-là qu'on a essayé de renvoyer. Ils sont à côté de moi, avec leurs bagages malheureux, tout, etc. Et moi, je suis là, comme ça, je suis, waouh, mais qu'est-ce que le monde est cruel, quoi. Et quand j'ai dit le monde est cruel, ça m'a forgé à faire de Fanon un personnage horizontal et pas vertical. Quand je dis horizontal, c'est que la phrase qui est au début, elle n'était pas prévue. Cette mission que nous avons tous à faire. Et j'ai demandé à mon comédien de rajouter 2 mots à la fin, parce que j'ai aussi montré que je n'étais pas innocent face à cette crise. J'ai demandé au peuple tunisien que cette mission
elle est aussi bien de moi, Jean-Claude Barny, mais aussi à vous de l'accomplir. Vous sublimez la Tunisie. Comment vous avez fait un repérage de cette manière-là? Vous avez reconstitué quelque part toute une période algérienne de Fanon à Tunis. Alors, je pourrais dire qu'en fait, alors, quand je dis ça, c'est pas que je me prends pour un artiste. Non, mais je dis parce que c'est quelque chose sur lequel on nous a dénié toute sensibilité artistique et émotionnelle et sentimentale. On nous a retiré ce truc-là. Et je dis, mais non, nous sommes des gens hyper sensibles. Et c'est ça qui était fort. Nous sommes les gens du site, des gens hyper sensibles. Donc nous avons une connexion première avec la terre, la lumière et la mer. C'est nous qui l'avons. Parce que nous vivons à l'intérieur de cette zone. Et ça, j'ai dit, mais pourquoi on a voulu nous l'enlever? Parce qu'on devait vivre dans des usines. Et pour vivre dans une usine, on ne doit pas avoir ce background-là. Non, je dis non, nous sommes des gens hypersensibles. Et nous sommes en connexion perpétuelle avec la nature et tout ce qui nous entoure et les constructions. Et moi, quand je regarde la Tunisie, je ne la regarde pas comme un pays qui est géographiquement loin de mes inspirations. Je la prends comme une matière première, par quelque chose dans lequel je suis, je vis, et je prends tout ce que je rentre en émanation. Et quand je vois un décor, je dis, waouh, ça rentre dans mon schéma artistique. Je ne le conçois pas comme un objet ou un point de vue occidentalisé. Ce n'est pas un regard occidental. Je vois comme quelque chose qui rentre dans mon schéma graphique et mon schéma culturel et surtout dans mes prétentions artistiques. Donc je pioche dans la Tunisie pour construire mon tableau. Mais comme des touches de piano, je prends ça, et je constitue mon panel de décors parce que je sais que demain, quand je vais arriver dans l'évolution avec mes comédiens, l'habillage, les décors, les costumes, ça va être sublimé. Et je pense que c'est ça qui me fait avoir, en tout cas, cette prétention de dire partout je peux aller, parce que j'ai tourné à Cuba, j'ai tourné dans plein d'endroits différents, c'est que je ne me sens pas comme une pièce rapportée. Je fais corps avec l'endroit. Et je crois que c'est ça qui change avec le regard occidental, c'est que quand certaines personnes viennent, ils viennent en gardant tout l'esprit, culturellement parlant, de ce qu'ils viennent de là. Et moi, quand je viens, non pas que je me transforme, je suis toujours quelqu'un, je suis l'antillais, créole, mais je m'ouvre au pays, je m'ouvre à l'endroit et je rentre en connexion spirituelle. Je rentre en connexion spirituelle et je regarde ce que le vent, la lumière, toutes les émanations peuvent me donner. Et là, je refais mon tableau. On peut faire des déclarations d'amour. Et c'est pour ça qu'au début, on a parlé de fragments amoureux parce que chez Roland Barthes, il y a toutes les formes d'amour. Il y a l'attente, il y a toutes ces choses-là qui sont fortes dans une relation amoureuse. Et je crois que je suis profondément amoureux de l'être humain et de ce qui m'est différent. J'adore ma communauté, mon peuple, parce que c'est ma racine. Mais je ne peux pas vivre sans être au contact des autres. Et vous arrivez à pardonner? C'est compliqué, là. Non, bien sûr, c'est que je pense que je n'ai pas encore assez atteint une sagesse pour... Non, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le pardon, déjà, c'est dur comme mot. Parce que je sens dans le mot pardon, il y a quelque chose de très dur. Et je ne suis même pas encore arrivé à cet état-là parce que je crois que je suis encore dans une sorte de relation assez puissante et que c'est un mot que j'arrive pas que j'ai pas encore intégré. Vraiment, j'ai pas encore intégré ce mot-là. Pardonner à tout ce qui nous est arrivé, ce serait un travail sur lequel j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de l'autre pour pardonner. Et pour l'instant, il est absent. Quand on regarde votre film, en tout cas souvent quand on regarde des films, on a des références. Là, c'était vous. C'était vraiment vous, purement vous, rien que vous. En faisant ce film, est-ce que vous aviez vraiment des réalisateurs, peut-être, ou réalisatrices, peut-être antillaises du Sud, etc., que vous regardez, que vous aimez, qu'on méconnaît justement et qui vous ont inspiré pour ce film? Je dirais que je suis beaucoup plus inspiré par la peinture, par Basquiat essentiellement. Je pense que c'est quelqu'un qui, descriptivement parlant, m'inspire pour ne jamais faire pareil que les autres. Je suis beaucoup inspiré par la musique, jazz évidemment, et puis soul, funk, c'est quelque chose qui m'inspire énormément parce que je pense que c'est des gens qui ont une sorte de spiritualité musicale qui m'envoie très loin dans ce que je peux construire. Mais malheureusement, je pense que les réalisateurs sur lesquels je peux prendre appui sont tellement bien ancrés dans leurs travaux que le mien ne pourrait pas faire écho. Mais je regarde beaucoup ce que font les autres, hein, évidemment. Et surtout la jeune génération. Je regarde beaucoup ce que fait la jeune génération. Mais
Aujourd'hui, je me sens fort d'un cinéma différent. Je me suis toujours senti atypique dans ce que je proposais en tant que cinéaste, mais à la fois, je m'appuie sur des auteurs italiens, portugais, espagnols, du Sud, algériens. J'adore aussi le cinéma coréen. Je suis fou amoureux du cinéma hollywoodien. C'est aussi ma source de naissance. Et puis le cinéma antillais, évidemment, nous avons quelques grands Zanpassi, nous avons quelques grands cinéastes qui ont mondialement aussi porté leurs œuvres à l'écran. Mais le chemin que je fais, il est beaucoup plus, je vais dire, urbain, beaucoup plus urbain. C'est pour ça que Basquiat m'intéresse beaucoup dans son parcours. Basquiat, c'est un petit enfant qui se lâche et qui est complètement libre. Il n'y a rien qui l'arrête. Étonnamment. Ah non, mais je suis complètement... Et c'est frais. Moi, je revendique mon côté adolescent, comme on dit, parce que je me suis arrêté dans ma tête, évidemment, à 16 ans. Et j'ai grandi, évidemment. Mais en tout cas, dans ma tête, je porte toujours le même jean, les mêmes chaussures. J'adore ce détachement par rapport à l'environnement. Le prochain film, c'est quoi? Alors, le prochain film... C'est un film de genre ou pas du tout? C'est un film de genre, oui. Pour moi, Fanon ferme une thématique. Fanon ferme vraiment ma thématique sur mes origines antillaises. J'ai été au bout de quelque chose avec Fanon. Et il m'a libéré. Il m'a libéré. Maintenant, j'ai envie d'aller vers quelque chose de différent. J'ai presque envie de dire maintenant, je peux faire mon métier cinéaste. C'est bizarre, hein, mais je peux vraiment, maintenant que j'ai fermé cette boucle-là et que j'ai vraiment rempli la bibliothèque dans laquelle je me sentais orphelin du cinéma français, elle est faite. Maintenant, j'ai envie de montrer ce que je sais faire en tant que cinéaste détaché de toute responsabilité, même si Fanon disait on n'a aucune responsabilité à avoir par rapport à sa communauté. Et je me sentais responsable parce que j'avais peut-être ce talent-là et la possibilité de faire ces films. Je ne peux pas faire des films de naïveté, donc voilà, ça c'est fait. Et aujourd'hui, j'ai envie vraiment d'aller vers des défis, mais presque, je veux dire, des défis professionnels. Et le prochain film, c'est encore un film de genre. Et moi, vous savez, je suis fou des... Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça sans... Je vous allez rire si je dis ça. Je suis fou des films de pirates. Voilà. Et je sais que... On a Barberousse, ici en Tunisie. Exact, mais voilà. Exactement. Et la traite des Merci. Des guerrières. Eh bien, je crois que c'est... Les barbaresques, quoi. Exactement. J'ai une bibliographie à la maison. Ben voilà, mais je commence ça aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est que je pense qu'on n'a pas encore traité ce sujet-là des barbaresques. Et bah parti pour les barbaresques. Merci beaucoup, Jean-Claude Barny. C'était un plaisir.